France Maghreb 2. Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum, bienvenue à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité à la station France Maghreb 2. Absolument ravi de vous retrouver ce soir dans la joie et la bonne humeur. Nous avons du monde comme tous les soirs ici sur le plateau. Notre ami Abdeslam est avec nous pour nous accompagner. Bonsoir et bienvenue à toi, comment ça va? Bonsoir Fadi, bonsoir auditeurs. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir également une auteure. Elle s'appelle Asma Rakomom et elle vient nous parler de son ouvrage intitulé Le fils de Zahwa. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors bon, on a des amis en commun qui m'ont dit beaucoup de bien de vous et on s'est dit tiens, pourquoi pas. On va justement partir à la découverte de cet ouvrage que j'ai parcouru avec plaisir, j'ai vécu quelques émotions et ça me rappelle pas mal d'histoires maghrébines. Finalement, c'est une histoire qui tourne autour de la famille maghrébine, l'exil, le travail, l'indépendance aussi du Maroc qui est aussi mentionnée dans le livre. Alors, je vais commencer par vous présenter Asma. Vous avez été correctrice et journaliste à un moment donné. Et puis vous avez décidé de vous mettre à l'écriture. Et là, ce soir, vous nous présentez une fiction qui se déroule au Maroc entre les années 46, plus ou moins, jusqu'aux années 70. Et vous dévoilez donc la vie d'Amine d'entrée, puisque on le voit, on l'imagine en train de pédaler pendant 80 km pour aller justement de la ville de Casablanca à Stade, où on lui a annoncé la mort de son père. Et donc il y va en courant, en pédalant plutôt, avec toutes ces larmes qui dégoulinent sur les joues. Donc voilà, ça c'était pour poser le décor. Mais avant de parler du livre, j'aimerais qu'on parle de vous un petit peu. D'où vous est venue cette envie, ce besoin d'écrire? Je pense qu'elle m'est tombée dessus plutôt que c'est une envie. Ouais, c'est une envie, mais elle m'est tombée dessus plutôt. Pour revenir à l'enfance, moi j'ai grandi sans télé. En fait, ma mère, quand elle a rejoint mon père en France, Ouais. mon père avait la télé, elle l'a supprimée. Donc il nous restait que les livres. Ouais. Et je suis devenue vraiment une boulimique de livres. Et petit à petit, à force de lire, on a envie nous aussi de raconter des histoires. Les histoires qu'on lit, ça nous donne envie de raconter d'autres histoires. Donc je me suis mise à écrire. En 2003, j'ai sorti un premier livre, Les cellules de la galère. C'est l'histoire de 3 femmes en prison, leur destin, pourquoi elles sont arrivées là, tout ça. Et mais l'aventure éditoriale à ce moment-là, c'est pas très bien passé. Donc ça a un peu brisé ma confiance en moi. Je me suis orientée vers le journalisme. Ensuite, la correction, l'édition. J'ai été directrice de collection. D'accord. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Banlieue Plus et Zora. Oui, Zora à qui on pense ce soir, à qui on fait un gros coucou. Et puis l'association Banlieue Plus également qui fait un travail sur le terrain. Voilà, et on a commencé à discuter et je lui ai parlé de ma passion de l'écriture qui était toujours là mais un peu endormie. Et elle m'a orientée vers les ateliers d'écriture de Banlieue Plus. Ouais. Et c'est là que je me suis vraiment retrouvée à ma place et je me suis dit qu'il fallait revenir à cette passion première et j'ai tout abandonné pour me remettre à l'écriture. Alors, on va aborder maintenant l'histoire du livre. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de votre livre, justement? Le livre, c'est l'histoire, c'est le destin d'un homme entre les années 40 jusqu'aux années 70 et sur fond d'histoire de l'immigration. Exactement. Alors, il y a dans ce livre, il y a 2 immigrations en fait. Il y a l'immigration donc des régions rurales du Maroc. Donc il y a une première immigration où on part de Stade vers Casablanca, qui est la grosse ville qui procure du travail et de l'argent. Donc, et puis ensuite, dans un deuxième temps, dans le livre, il y a l'immigration vers la France. Et bon, on va revenir aux origines. Donc alors au début du livre, on voit Amine, le fils de Zahwa, pédaler en vélo et il fait 80 km comme ça parce que on lui a appris que son père était décédé et son papa s'appelle Madani. Donc il y va et il veut arriver avant l'enterrement, ce qui est absolument primordial. Et puis de là, vous faites une espèce de flashback. On revient en arrière et on découvre donc la vie de Madani. D'où il vient, qui sont ses grands-parents. Alors moi, ce que j'ai trouvé sublime, c'est qu'en fait, on a beau parcourir le Maghreb,
c'est à peu près les mêmes histoires, les mêmes traditions, les mêmes façons de vivre et les mêmes façons de vivre en fait. Alors Zahwa, qui est, je vous le disais hors antenne, qui me paraissait être un personnage central, se marie à 19 ans avec Madani. Donc ce sont les parents d'Amin, et vous expliquez que c'est un âge avancé pour l'époque à 19 ans, alors que ses sœurs, elles, s'étaient déjà mariées à 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est la tradition de l'époque, ou parce qu'aujourd'hui ça considérablement c'est ce que j'ai entendu dans la famille, en tout cas. Oui. Je sais que ses sœurs, elles sont 4 filles. Oui. Elles se sont tous mariées entre 15 et 16 ans. C'est ça. Et elle, plutôt 19 ans. Elle, c'était l'aînée, c'était un peu l'aide de la famille. Ouais, le pilier. Le pilier, celle sur laquelle ses parents s'appuyaient. Mais de toute façon, Zahwa, tout au long du livre, on s'aperçoit que c'est toujours elle le pilier de quelque chose. Oui, c'est vrai. Elle a un caractère qui fait qu'elle est le pilier. Ouais. Encore maintenant, elle est le pilier dans sa famille. Parce qu'elle est encore... elle est encore vivante. C'est un plaisir. Franchement, j'ai vraiment eu un vrai plaisir à découvrir cette femme avec vraiment une espèce de poigne... d'aplomb et de certitude. Alors son mari... Qui peut lui jouer des tours parfois. Oui, ça on l'a vu dans le livre. Alors son mari s'appelle Madani et lui il a un destin un petit peu particulier. Il part à la guerre. Ouais. Puisque la France est en guerre contre l'Allemagne, et donc il est mobilisé lui aussi, et donc il part à la guerre, et après s'ensuit une succession d'errance après la guerre, je veux dire, il rentre pas tout de suite au Maroc, il reste à traîner en Europe quelques années, etc. Mais là, c'est une période assez floue que j'ai pas réussi à... J'ai essayé de creuser, mais j'ai pas réussi à savoir ce qu'il a fait exactement pendant ces années-là. Ouais. Alors, mais moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est que pourquoi il met autant de temps avant de revenir au Maroc? Ouais, et c'est ce que j'ai supposé, moi, c'est qu'il avait besoin de se reconstruire un peu, de se chercher peut-être, ou de se reconstruire avant de réapparaître dans sa famille. Ouais, alors donc il réapparaît aux alentours de 27 ans. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, donc grosso modo 10 ans de voyage, d'errance à travers l'Europe et aussi au Maroc. C'est ça. Parce qu'il est parvenu tout de suite à Stade. C'est ça. Et pourtant, paradoxalement, dans le livre, on voit en lui, on devine en lui un énorme attachement à sa campagne natale. Oui. Et tout au long du livre, vous allez voir, il est absolument mal à l'aise de vivre à Casablanca, qui plus est dans un bidonville, donc ça lui plaît pas du tout. Il avait besoin des grands espaces. Exactement. Mais cela dit, puisque vous le dites dans le livre, à un moment donné, il est revenu à Stade. Il avait effectivement les terres de son papa, les terres de son papa. Oui. Mais pourtant, il n'en a rien fait. Il n'a pas essayé de les travailler au début. Oui. Quand il est revenu la première fois ? Oui. Il refusait de travailler. C'est ce qui ressort souvent. C'est pas qu'il refusait de travailler, mais c'était un peu un enfant gâté, fils unique, donc un peu enfant gâté. Donc il travaillait, mais c'était avec son père. Donc c'est pas forcément... Alors, il y a aussi un gros problème, c'est qu'il a souvent des images horribles qui reviennent, les images de la guerre, et qu'il a du mal à oublier. Ça a été... peut-être une difficulté ou alors quelque chose qui l'a perturbé dans la volonté qui a fait un peu son caractère un peu impulsif, un peu explosif, renfermé aussi. Il était très renfermé et du coup il en parle pas. Voilà. Il faisait le chêne neuf, voilà, souvent. Et paradoxalement, il a une femme qui est complètement à l'opposé de lui. C'est la femme dynamique, entreprenante et qui n'a pas été à l'école, qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Mais qui sait conduire une famille, qui sait diriger une famille, qui sait comment mener à bien ses affaires. Est-ce qu'on peut parler maintenant on va revenir encore un petit peu plus en arrière. Moi je l'ai lu, mais dites-nous, expliquez-nous comment Zahwa et Madani se rencontrent. Comment se fait la rencontre? La détection d'abord de Zahwa, on va dire. C'était une époque où il y avait les gros dans les villages, ce qui rassemblait les villages régulièrement une fois par semaine au minimum, c'était les gros marchés, les marchés centraux. C'était pas un lieu où on trouvait beaucoup de femmes, mais Zahwa, ce jour-là, il va pour aller dans une bijouterie. Et c'est là que la mère de Madani la voit. Elle la repère et demande au bijoutier qui est cette fille. Qui est cette fille, exactement. Et il lui indique le nom de sa famille, le nom de son père. Et et puis elle rentre en contact avec la famille et puis la demande est faite. Et quelques temps plus tard, ils se retrouvent donc mariés. Alors au début, Madani... il prend les choses comme elles viennent et puis ça a l'air d'être bien au début. Ça a l'air d'être bien.
Et puis ensuite? Ensuite, elle veut partir à Casablanca. Ouais. Parce qu'elle voit autour d'elle que beaucoup de familles s'en vont. C'est un exode rural massif, assez massif à cette époque-là. Et elle veut, pour ses enfants, l'éducation qu'elle n'a pas eue. Donc elle insiste auprès de Madani pour partir à Casablanca, mais lui refuse dans les premiers temps. Alors il y a autre chose qui est très marrant, c'est qu'en fait, avant l'indépendance du Maroc, Madani et son père sont militants dans Hizb al-Istiqlal et ils se l'étaient cachés mutuellement. Alors, ça c'est un truc qu'on a retrouvé dans plein de familles au Maghreb. Tu as le père qui militait mais qui ne voulait pas que le fils milite. C'est une précaution. Voilà, pour pas qu'il y ait de représailles. Et en fait, tu as aussi le fils qui milite mais en cachette, il veut pas le montrer à son père. Et ça, vous l'avez appris comment? Ils l'ont dit ou ça a été transmis à la Tout famille? le livre, il a été construit, je l'ai écrit à partir de ce que j'entendais quand j'allais en vacances au Maroc. D'accord, ok. Voilà. Alors c'est une fiction, on précise. C'est une fiction, en fait, mais basée sur des faits réels. Sur des faits réels. Donc il y a des gros blocs comme ça où vous allez voir des faits vraiment réels. Et alors moi, cette scène de la bijouterie en 1946, c'est une scène qu'on pourrait retransposer dans n'importe quel pays du Maghreb. C'est exactement la même chose. Dès que tu as une maman qui repère une jeune fille qui lui plaît, quand elle lui plaît à elle, c'est qu'elle est censée plaire aussi à son garçon. Et forcément, c'est pas toujours le cas. Voilà. Mais le système de détection est quasiment le même chez toutes les mamans. Mais quand c'est le garçon qui choisit, du coup, ça devient conflictuel. Hein, c'est plutôt culturel. Hein. Ouais. Alors, ensuite, vous nous faites aussi une description de Zahwa. Alors, c'est une belle femme, aux grands yeux, pleine d'assurance. Elle est pétillante, elle est dynamique, elle est espiègle avec un aplomb. J'ose dire, j'espère que Madani n'a pas trop hésité à dire oui tout de suite. D'après ce que j'ai entendu, non. Pas spécialement. Pas spécialement. D'accord. Il a fait le bon choix, c'est bien. Alors dans ce livre, vous pratiquez aussi le flashback. Est-ce que c'est une méthode propre à vous, ou alors est-ce que vous avez voulu justement nous renvoyer à l'histoire de chaque personnage que vous présentiez? Le par fait exemple. de revenir aux origines. Ouais. Non, mais chaque fois vous vous commencez parlez, par la fin. Ouais. Voilà, on revient en arrière, on explique un petit peu qui est Madani, qui est Zahwa, qui est la mère de Madani. Oui, c'est pour poser un peu le décor, pour savoir de qui on parle. Ouais. Un peu à la Quentin Tarantino, on commence par le milieu. Ouais. Alors après la naissance d'Amine, vous osez effleurer le sujet tabou de l'envie et du haïn. Moi ça m'a surpris parce qu'à un moment donné elle est dans les champs, elle emmène le petit Amine avec lui sur son dos et puis vous avez toutes les femmes du village qui travaillent dans le champ et qui viennent lui caresser la tête ou alors lui faire des compliments, qu'il est beau, qu'il est mignon. Et donc là, la réaction de Zahwa est un petit peu protectrice. Ouais. Elle l'est encore maintenant. Elle est très. C'est un peu une louve avec ses enfants. Ouais. C'est ses enfants d'abord et les autres ensuite. Donc elle est très très protectrice comme femme. Alors Zahwa est une femme qui est têtue, qui a de la fierté, qui veut qu'on lui obéisse. Mm-hmm. Voilà. Comment ça va se passer avec Madani? Parce que lui aussi, quelqu'un de têtu. Par contre, c'est pas quelqu'un de très affirmé. Madani? Oui. Quand même, un peu. Quand même, par rapport au bulldozer qu'il a en face de lui, il a réussi quand même à résister un peu. Ouais, je trouve. Ouais. Alors, comment se fait le départ à Casablanca, d'autant plus que lui ne veut pas y aller. Ouais. Lui, ça l'intéresse pas d'aller dans les grandes villes où il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de grands champs où les enfants peuvent gambader. Surtout qu'il débarque dans un bidonville. Et oui. Et en fait, Zahwa, qui est assez maligne, elle passe par son beau-frère. Oui. Le mari de sa sœur, pour essayer de convaincre son propre mari. Et comme les deux hommes s'entendent très bien, Madani, au fur et à mesure, il finit par céder. Et comme la cause est juste aussi, c'est pour l'éducation des enfants, donc voilà. Oui, c'était ça. C'était l'une des. C'est l'argument. Ouais, l'argument principal. Alors, une fois arrivé là-bas à Casablanca, la vie n'est pas facile. Madani ne veut pas travailler.
Et pourtant, on lui a proposé de travailler dans la Il finit par travailler quand même à la Société nationale des chemins de fer. Oui, mais il n'est pas resté longtemps. Il était gardien de barrière. Voilà, et puis il n'est pas resté longtemps. Mais en fait, lui, après, il a vraiment un gros blocage avec le travail. Ouais. C'est pas avec le travail, c'est plus avec l'environnement dans lequel il se trouve. Il part de stade où il a des terres, il a de l'espace, il a de quoi se nourrir, il a tout ce qu'il faut. Et il arrive à Casablanca dans un bidonville, dans des baraques en tôle ondulée où la vie n'est pas facile, c'est sale, donc ouais. Oui, mais c'est ça qui est aussi paradoxal parce que on a ici un homme qui est marié, qui a des enfants, qui devrait faire le nécessaire pour se sortir de ses galères, et lui, au contraire, ben non. À chaque fois qu'on lui propose un travail, il répond pourquoi est-ce que j'irai travailler. Et donc finalement, c'est Zahwa qui va faire le nécessaire pour elle se trouver un travail, et elle en trouve un. Lui, s'il fait ça, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de travailler, c'est pour faire pression sur Zahwa pour revenir à Stade. Donc elle va plutôt trouver du travail pour installer la famille à Casablanca. Oui. Lui, il est sur le départ. Voilà, lui, il est toujours sur le départ. Elle est sur l'installation. Ouais. Alors, comment ça se passe justement? Je ne vais pas le raconter aux auditeurs, j'aimerais que ça soit vous qui le disiez. Comment ça se passe quand Zahwa trouve un travail à Casa et que il faut trouver une façon de l'annoncer à son mari? Comment ça se passe avec Madani? Zahwa trouve un travail. Ouais. Et elle l'annonce tout simplement. Ouais, mais au début, elle hésite. Elle se dit, tiens, comment je vais faire? Oui, mais finalement, elle se dit, mieux vaut le dire de manière assez cash. Et comment ça se passe alors après pour le boulot? Il n'est pas content. C'est pas rose. C'est pas tout. C'est pas rose. Alors elle, son souci, c'est vraiment d'envoyer ses enfants à l'école. Elle réussit à le faire ou pas? Oui, elle va réussir à le faire, mais avec Amine, quand lui il a 13 ans, quand Amine a 13 ans, elle se rend compte qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Donc si les autres continuent à aller à l'école, les 4 autres continuent à aller à l'école, lui à 13 ans il va devoir arrêter pour travailler et l'aider. Alors c'est elle en fait qui se retrouve acculée, qu'elle est obligée de demander de l'aide financièrement puisqu'elle a des crédits, les crédits au prix des épiciers, des crédits de consommation, etc. Elle n'arrive plus à payer ses crédits, et à un moment donné, c'était un matin, un épicier refuse d'abord de lui faire encore crédit, puis finalement il lui accorde crédit, mais avec dédain, tu vois, avec takabbur, tu vois, il s'est vraiment enflé d'orgueil, et ça l'a profondément marqué. Et donc elle décide de demander à son fils d'arrêter les études. Et là, c'est l'énorme paradoxe du livre, de l'histoire de Zahwa, c'est qu'elle est venue à Casablanca pour l'éducation de ses enfants, mais quitte à quitter son mari. Voilà. Et finalement, elle demande à son enfant de renoncer. Mais elle le fait pas de gaieté de cœur. Oui, parce que les choses se passent pas comme on voudrait. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi sur le stratagème qui a consisté à éloigner le père de l'environnement familial? Si vous voulez, on va marquer une pause publicitaire parce que sinon elle va nous couper, puis on revient juste derrière. D'accord. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Merci à nos auditeurs du côté de Reims, là-bas on nous écoute sur le 91.3, et puis on n'oublie pas également nos amis du côté de Goussainville et dans le 91 également, on nous écoute sur le 99.5. Mesdames et messieurs, ce soir j'ai le plaisir de recevoir Asma Rakomom qui vient nous parler de son ouvrage intitulé Le fils de Zahwa, et c'est aux éditions Le Lamentin, en collaboration également avec Banlieue Plus qui fait un excellent travail de terrain. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait un comité de lecture à Banlieue Plus, et ça, Zora, tu aurais dû me le dire. Voilà, c'est bien. En tout cas, bravo à Zora également de nous avoir mis en relation, et c'est très bien. Du coup,
je vous félicite déjà pour le livre et en plus je vous remercie parce que ça m'a fait lire. Voilà. Enfin, j'ai pas tout lu, je vous dis très honnêtement, j'ai lu une bonne moitié du bouquin, mais je pense que le meilleur est à venir. Mais déjà sur la première partie, j'ai été extrêmement pris. J'étais vraiment dedans dans l'histoire et j'ai eu des moments de tristesse. C'est pas bien, vous m'avez fait. Vous m'avez rendu triste. C'est Julien Wagner qui s'occupe justement. C'est Julien Wagner qui anime les ateliers. Parce que j'ai eu l'occasion de le remercier. Ouais. C'est vraiment lui qui vous redonne cette envie d'écrire. Enfin, par quel canal il est passé justement pour vous redonner cette envie de. Par quel canal il est passé, c'est-à-dire? Enfin, de quelle manière il s'y est pris pour justement vous redonner, parce que vous évoquez votre premier livre qui vous a plus donné envie réellement de réécrire, mais comment est-ce qu'il a suscité à nouveau cet intérêt de réécrire? J'ai retrouvé le plaisir de l'écriture avec lui et avec Zora, et je me suis dit que j'étais vraiment il a une manière d'être propre à lui-même. Il a une approche vraiment propre à lui aussi. Je sais pas, il m'a redonné l'envie d'écrire. Ben c'est bien. On en est là aujourd'hui. Ce soir, nous sommes avec Asma pour nous parler donc de ce livre. Alors, le couple Zahwa Madani, c'est le tandem du début du livre. Ils arrivent donc de Stade pour arriver à Casablanca. Elle espère trouver une meilleure vie pour éduquer ses enfants, etc. Et lui est désespérément mélancolique et triste. Il est pas bien. Il est pas bien à Casablanca. Il veut absolument partir. Et à un moment donné, il arrive une période où il y a des vacances qui arrivent, donc il demande à Zahwa, il lui dirait tiens, ça te ferait pas plaisir un petit week-end, une petite semaine à Stade? Et donc elle flaire le piège, elle sait que sans la patate. Si elle retourne à Stade, il y aurait probablement pas de retour à Casablanca, et donc elle veut absolument préserver ses enfants. Il lui propose même plus que ça, il lui propose de retourner s'installer un temps pour voir si elle s'y replairait. Ouais. Et donc elle accepte, ou plutôt elle fait semblant d'accepter. Allez, je vous laisse raconter le stratagème. Ouais. Surtout que je l'ai entendu énormément de fois de sa propre bouche et qu'elle le raconte avec une certaine fierté en fait. Ah ben dites-lui que ça nous a pas fait plaisir. Vous lui direz. Et donc elle lui a fait mal au cœur, le pauvre. Elle lui fait croire qu'elle accepte et que il a gagné, elle repart avec lui. Et elle lui dit il prépare il va réserver une carriole, parce que pour là il prenait une carriole pour mettre les affaires, tous les meubles, les vêtements, et elle prépare, mais au dernier moment lui se rend compte qu'elle a préparé ses affaires à lui-même, mais pas les siens, pas ceux de Zahwa et de ses enfants. Et la déception elle est grande, c'est plus que de la déception, c'est un peu une trahison. C'est une trahison, c'est pas un peu, c'est vraiment une grosse trahison. Elle trahit son propre mari, où elle fait croire qu'elle partirait avec lui et avec les enfants, et finalement il part seul. Elle lui dit t'as qu'à partir tout seul. Et donc là il y a un moment de flottement, il y a un moment où quand on lit le livre on se dit bon, peut-être il y en a un qui va faire marche arrière et tout, et puis finalement aucun ne fait marche arrière. C'est parce que tous deux ont des caractères assez forts. Quand ils ont pris une décision. À l'Afrique du Nord, c'est très courant. Quand ils ont pris une décision, ils s'y tiennent. Donc, d'accord. Est-ce que sa sœur lui en a voulu un petit peu? La petite sœur de Zahwa, parce qu'elle-même ne savait pas. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs dans le livre. Celle qui était sa voisine. Oui, je pense qu'elle lui en a voulu, mais elle n'était pas favorable à cette manière de faire. D'accord. Et donc Madani part. Oui. Il part. Alors moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment la rupture totale, mais ça non. a été le cas dans un premier temps. Dans un premier temps, le divorce vient juste après. Ouais. Mais avant, c'est juste une mise au vert, c'est-à-dire qu'il part à Stade. On se dit bon, le temps de digérer, revenir, voilà. Et donc il fait des allers-retours. Il vient voir ses enfants. Au bout d'un moment, il revient. C'est un père de famille, donc il a besoin de ses enfants. Il a besoin de les revoir, de les voir grandir. Donc il revient. Et puis finalement, ça marche absolument pas. Donc non, ça ne marche pas. C'est le divorce. Ouais, le divorce. Elle a pas soit tenté de refaire sa vie, soit. C'est une question que je l'ai jamais posée. Qui mériterait d'être creusé, D'accord, pourquoi pas. Mais c'est dingue, hein. Je vous parle de cette histoire, mesdames et messieurs, et en fait je savais même pas qu'elle était encore vivante, la Zahwa. Quand vous lui poserez la question, j'imagine qu'il y aura une suite. Il y a une suite qui est en cours, D'accord. Alors donc on le disait, hein, Madani fait souvent les allers-retours entre Stade et Casablanca.
d'après vous, est-ce que Zahwa a pris la bonne décision de se comporter de cette manière avec son mari? En tant que petite fille, je sais pas si je suis à la bonne place pour juger. Mais vous auriez fait la même chose? je sais pas. Je sais pas. C'est une époque particulière, un contexte particulier, donc je sais pas. Je peux pas. Là, on est à l'époque où le Maroc n'est pas encore indépendant. Si, à cette époque-là, au moment où ils sont à Casablanca, il est indépendant. Oui. D'accord. Alors, on arrive à un moment donné où Amine a 17 ans. Je passe directement à 17 ans. C'est la période à laquelle ses parents divorcent. Et il a une particularité, c'est que ce garçon est très coquet. Il aime bien s'habiller. Il aime s'habiller bien plutôt. Hein. Il fait attention à ses affaires. Il est très méticuleux. Et pour ça, il faut les moyens. Mais par contre, il a hérité quelque chose de son père et de sa mère. C'est vraiment le caractère. Il cherche à prendre d'autres directions que celles imposées par sa maman, ou alors édictées par sa maman. Est-ce que ça va dans le sens du dicton, on dit chez nous, Kamatoudin Toudan, ce que tu fais, on te le fera. C'est ce qu'elle a fait. Zahwa, finalement, elle va peut-être le payer à travers son fils. Comment ça, le payer? C'est-à-dire dans le sens où il la contredira, il se rebellera contre elle, etc. Consciemment ou inconsciemment. Ouais, parce qu'à un moment, plusieurs fois, il lui tient tête, plusieurs fois. Il lui tient tête, oui. Ouais. Elle va même jusqu'à le faire coucher dans un cagibi parce qu'il a osé aller au cinéma alors qu'elle disait non. Il lui tient tête quand il sent qu'il a raison. Oui, quand il sait qu'il a raison et qu'elle dépasse les bornes. Mais après, ça reste sa mère et quand, par exemple, l'épisode du cagibi, il va y aller. Il est obligé. Alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai lu à un moment donné le passage où elle se dit je vais devoir demander à mon fils de travailler. À cette époque-là, il avait quel âge quand elle lui demande de travailler? Quand il commence à travailler, il a 13 ans. 13 ans. Donc alors, on peut parler un petit peu de ce qu'il a fait. Il a commencé par vendre des outils au marché aux puces. Ouais. Plusieurs marchés de Casablanca. Voilà, donc il a voulu devenir ouvrir une quincaillerie, on va dire, ambulante, on va dire. Ouais, c'est ça. Puis ça marche pas trop bien, il a fallu faire sa place. Pas que ça marche pas trop bien, c'est que c'est difficile. Oui. Pour un enfant à cet âge-là, c'est encore un préadolescence. C'est très difficile et c'est très aléatoire. Ouais. Donc, il préfère quelque chose de plus stable. Alors après, il a un moment de bonheur. À un moment donné, il rencontre un ma'allam. Je vais vous laisser faire nous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est une usine qui distribue du papier scolaire, etc., qui fabrique aussi. Et donc à ce moment-là, il rencontre un gardien et au même moment... Pour trouver du travail, il fait le tour des usines de Casablanca. Il a toujours 13-14 ans? Oui, voilà. D'accord. Et il s'adresse toujours au gardien. Il y a toujours un gardien à l'entrée. Exact. Il s'adresse au gardien. C'est des personnes qui savent énormément de choses, qui savent s'il y a de l'embauche, voilà. Et donc, à force de revenir, ce gardien lui dit qu'il y a une place de libre dans l'entreprise de fourniture scolaire. D'accord. Mais à un moment donné, il rencontre un patron. Voilà. Il tombe en même temps qu'il va voir ce gardien-là. Il tombe. Le patron arrive à ce moment-là. Voilà. Et donc, il lui met... ils échangent quelques mots. Ouais. Et un peu l'aplomb de ce garçon lui plaît et il l'embauche. Et il l'embauche, voilà. Et là, il a donc du coup il travaille, il a un petit salaire, mais en plus il a l'opportunité de faire du business. C'est-à-dire qu'il peut vendre aussi. Il prend des fournitures scolaires et à bas prix, à prix coûtant. À prix coûtant, voilà. Et il les revend dans son quartier, dans les quartiers environnants, au sein de la famille aussi. D'accord. Il en donne aussi à ses cousins, cousines, à ses frères et sœurs, qui eux vont les revendre, vont prendre une partie et lui donner une partie, donc des bénéfices. Et là, il y a un autre tournant aussi dans cette histoire. Il n'y a que des tournants dans cette histoire, c'est fabuleux. C'est lorsqu'il essaye de négocier avec un autre vendeur qui est un Chibani pour lui, et qui lui dit grosso modo ça m'intéresse pas, tes papiers ne m'intéressent pas, mais si tu veux je peux prendre tes cahiers d'affatir, les cahiers, mais en échange je te donne des appareils photo, vends-les-moi. Que j'arrive pas à vendre. Voilà, je vous laisse faire la suite. Il les prend, lui-même n'arrive pas à les vendre aussi également, mais il commence à fouiller, à essayer de voir comment ça marche, à s'en servir, et petit à petit ça devient une passion. Une passion dévorante. La photographie devient une passion. Ouais. Voilà, et là où j'ai vraiment trouvé fabuleux son destin, c'est qu'à un moment donné,
Il va faire les marchés aux puces pour essayer de trouver des modèles intéressants, à des prix intéressants pour lui et abordables. Et un jour, il entend parler d'une braderie qui a lieu, qui se tient dans les quartiers chics de Casablanca. Ouais. Comment s'appelle ce quartier? C'est Anfa? Enfin, oui. Anfa, d'accord. Mais ça, c'est complètement inventé. Ah, d'accord. Ah, bah, je pensais que c'était vrai. Ah non, c'est Oui. c'est de la D'accord. fiction. Donc ça, pure. c'est de la pure fiction. C'est de la On pure n'en fiction. parle pas alors. On ne cherchez pas. On va pas en parler. D'accord. Parce que justement, dans la fiction, vous disiez qu'ils étaient super sympas, les gens de Anfa. Ouais. Voilà. Bon, bah, on va Il y pas a en parler. un petit peu d'ironie aussi quand même dans ce passage. D'accord. Donc l'accueil avec un grand sourire à la porte et tout ça, c'est d'ironie. Non, c'est pas de l'ironie, mais dans la suite, il y a de l'ironie un peu. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est très bien. On va pas tout dévoiler, on va Ouais, laisser mais les auditeurs se faire plaisir en le lisant, ce livre. Il s'appelle Le Fils de Zahwa, intitulé Le Fils de Zahwa aux éditions Le Lamentin. Et donc c'est Asma Rakomam que nous recevons ce soir pour en parler. On salue également nos amis de Banlieue Plus et en particulier Zora qui nous a mis en connexion. Alors, Amine, je vais vous laisser donc faire la suite. Amine, à un moment donné, discute avec des copains et on parle de la France. Il y en a qui lui disent que oui, ils ont ouvert un bureau de recrutement à Casablanca, ça serait peut-être bien aussi d'y aller pour s'en renseigner. Lui, au début, ça ne l'intéresse pas du Non, tout. pas du tout. Pas Lui, du tout. Ses vacances, chaque année, il passe ses vacances dans une petite station balnéaire pas loin de Casablanca qui s'appelle Bouzneka. Et c'est là avec un cousin qui rencontre des gens qui lui parlent de ce bureau de recrutement. Et au début, non, ça ne l'intéresse pas du tout. Et c'est son cousin qui lui fait des études à Rabat qui lui dit tu devrais aller voir. Voilà. Alors, quand il y va, il espère aller en France pour faire quoi? Lui-même ne sait pas, justement. Il ne sait pas vers quoi il va. Ah, d'accord. Donc il n'a pas une ambition précise, se Non, disant tiens, je vais y aller pour des études ou. Non, il sait très travailler. bien qu'il y va pour travailler. S'il y D'accord. va, il sait très bien qu'il y va pour travailler. Donc c'est pour ça que son cousin lui avance l'argument d'un travail stable et de revenus meilleurs. Il part en France, alors comment ça se passe, Abdeslam? Je vais vous laisser raconter. Comment ça se passe, son arrivée, son point de chute Déjà, en France, c'est il arrive en train. qui? Oui. Mais il arrive chez qui? Il arrive d'abord à Laval, Oui. dans la sidérurgie. Oui. Mais il y reste pas plus d'un mois. Mais il arrive chez des gens qu'il connaît ou pas? Non, il arrive en tant que travailleur avec d'autres travailleurs. Ah d'accord, donc dans c'est un des foyer. convois qui C'est des sont. convois, oui. D'accord, ok. Oui, c'est dans un foyer, exactement. D'accord. À cette époque-là, c'est des baraquements plutôt, c'est pas des foyers encore. Et mais il passe pas plus de 20 jours parce que c'est vraiment l'horreur, il tient pas, c'est dur. Mhm. Et au bout de 20 jours, il se met pas en grève, mais il commence à évoquer une grève. Et au sein de sa chambrée, il y a un des camarades qui entend parler de cette possible grève et qui va en parler au patron. Mhm. Le patron les convoque et ils sont donc virés. Et à ce moment-là, on leur propose d'aller dans les Yvelines, à Poissy, Ouais. dans ce qui est à cette époque-là Simca. La fameuse Simca 1000. Alors que lui s'attendait plutôt à retourner au Maroc à ce moment-là. Quand on le vire, Oui. il pense qu'il va retourner au Maroc, mais non. C'était Alors- une époque où il y avait du travail Voilà. et on traversait la rue, il suffisait de quitter Non, un mais- employeur, traverser la rue pour trouver un emploi de l'autre côté. D'accord, non mais maintenant on sait d'où viennent les immigrés en fait. Hein. Ils venaient par convoi. Oui, Ils bien venaient sûr. pas. Mais c'était des convois organisés Oui, justement par les compagnies oui, Ouais. d'accord. dans l'intérêt de les faire travailler. Justement, c'est l'objet un peu de ce livre. Moi, si j'ai voulu écrire ce livre, c'est pour donner à voir un peu la vie derrière. On parle beaucoup des Chibani, on parle beaucoup des Oui. immigrés, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais. On ne sait pas leur parcours, on ne sait pas leur vie. Et pour ça, j'ai dû creuser. J'ai dû creuser énormément et ça n'a pas été facile parce que c'est pas des hommes qui parlent. Mhm. Moi, je suis passée par des intermédiaires, en particulier par mon mari, par mon beau-frère, parce que c'est des hommes qui parlent pas à leurs enfants, qui vont plutôt parler à À d'autres. d'autres, Ouais, il y a Ah, beaucoup d'accord. d'intimes. il y a de la Donc pudeur. il y a de la pudeur, donc il parle plus à d'autres. Et c'est comme ça que moi j'ai appris. Moi je pensais que mon père était venu en avion. Oui. Alors que non, ils sont venus dans des convois, dans des trains de marchandises. Donc voilà. Ouais. C'est... Bon, vous venez de vendre la mèche. Hein. Vous venez de nous dire qu'Amine était votre père en fait finalement. Et Il y a que beaucoup Zahwa- de mon père, ouais. Et Il y a que beaucoup de Zahwa mon est père. votre grand-mère. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très bien. J'aimerais qu'on revienne un court instant. On va revenir au Maroc. Il y a un passage qui m'a vraiment, comment dire, qui m'a interpellé. Parce que Amine est jeune
Le Maroc est indépendant alors que l'Algérie non. Et lui, il trouve le moyen d'écouter à la radio. Toutes les informations l'intéressent. Et on est en pleine période où tu as une espèce de leadership du panarabisme entre la Syrie, l'Égypte, etc., qui ont ces pays qui ont une influence sur le Maghreb qui est fraîchement ou encore sous domination coloniale. Et dans le livre, vous disiez, Asma, que il entonnait aussi des chants patriotiques algériens. Donc ça m'a étonné. Il écoute aussi Idaat London al-Doualiya. Donc c'était un passionné de radio aussi. Bien sûr, c'est un challenge de pouvoir écouter à l'époque la radio, surtout quand on n'en a pas. Alors comment il se débrouillait? Il avait les gros trucs là. Oui, il avait les gros postes de l'époque. Il s'endormait même sur les informations du monde. Encore maintenant, il le fait. Mais je pense que c'est de lui que je tiens le fait d'avoir été journaliste, parce que je l'ai toujours vu écouter la radio, il s'endort avec. Si on l'éteignait, il se réveillait. Donc fallait surtout pas éteindre la radio. Et encore maintenant, il connaît des chansons, ces chansons patriotiques, il peut nous les réciter encore maintenant. Je lui poserai quelques questions parce que je fais des recherches là-dessus. J'allais dire aussi que même sa mère, Zahwa, l'a surpris plusieurs fois, endormi, avec un livre à la main. C'est quelque chose qui lui manque justement, ou alors c'est un besoin de faire des études. Ça a été pas la déception de sa vie, mais le manque de sa vie. Donc même s'il a arrêté l'école, il continuait à se former lui-même en tant qu'autodidacte. Il prenait les livres de ses frères et sœurs, les livres de ses cousins. Il continuait à les aider même au niveau scolaire. Nous-mêmes ensuite, quand on a grandi, il prenait nos livres scolaires, il venait prendre nos livres d'histoire, il parcourait un peu les livres d'histoire pour savoir. Mais c'était une façon de conjurer le sort, justement. Je pense, oui. Et l'autre façon de conjurer le sort, c'est aussi de nous donner les moyens d'aller le plus loin possible. Donc on sait d'où vous vient cette passion des livres. Oui. De lui et de ma mère. Mais lui aussi, il doit être passionné. Passionné de livres, de lecture. Oui, il est énormément passionné. Aujourd'hui, il lit l'arabe, le français ou... Oui. Quand il est arrivé en France, après, il a pris des cours du soir. Oui, il a pris des cours du soir de français. Et il a passé un BEP aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient maintenant? Est-ce que c'est un Chibani? Est-ce qu'il se considère comme un Chibani? Je sais pas. Parce que pour moi, il a 17 ans. Non, là il en a plus de 70. C'est un bon petit retraité qui passe la moitié de sa vie, la moitié de l'année, un peu plus de la moitié de l'année en France et l'autre moitié au Maroc. D'accord. Il est retourné à Stade? Il y retourne régulièrement, oui. Ouais. Oui. D'accord. Et comment c'est devenu Stade alors finalement? Parce que maintenant ça a grandi, Casablanca. Oui, ça a grandi Casablanca. Et donc c'est énorme Casablanca maintenant. Ça a dû se rapprocher considérablement. Les distances ont dû. Non, c'est toujours la même distance. Non, mais oui, la distance est toujours la même. Mais je veux dire, la ville de Casa a tellement grandi qu'à mon avis, elle a dû se rapprocher. Ouais, peut-être. Alors, il y retourne souvent. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a utilisé ses terres? Est-ce qu'il les a vendues? Est-ce qu'il les a travaillées? Non. Il va sur les terres de son père, mais il y en a d'autres membres de la famille qui les travaillent. D'accord, ok. Et c'est un sujet aussi que je devrais creuser parce que mon oncle m'en a parlé de ce sujet des terres. Et il faudrait que je creuse ce sujet aussi, Alors, comment là c'est un passage que j'ai pas eu le temps de lire, mais son mariage. Alors comment est-ce qu'il se marie? Comment est-ce qu'il rencontre sa femme? Dans quelles conditions ça se passe? Est-ce que ça se fait en France? Là vous parlez d'Amine, oui. D'accord. Depuis jeune, il est en contact avec sa cousine, la fille de la sœur de Zahwa. Et c'est un peu son pendant, mais qui parle. Lui, c'est quelqu'un de très silencieux. Elle est très expressive, très espiègle. Et j'ai l'impression qu'il se reconnaît un peu en elle. Et donc, il va un jour rentrer en France, rentrer au Maroc et dire à sa mère qu'il veut épouser sa cousine. D'accord. Mais finalement, est-ce qu'il l'aurait pas un petit peu emporté avec lui dans son cœur quand il est venu en France? Si, je pense que oui. Oui. Et alors, la réaction de Zahwa? On peut pas dire qu'elle soit contente. Ah bon? Pourtant, c'est sa nièce. Pourtant, c'est sa nièce, oui, mais déjà, c'est pas elle qui choisit. Ah. Et elle veut vraiment tout maîtriser. Voilà, je pense qu'il y a une volonté de maîtrise, Et je pense que le fait que sa nièce s'est éduquée
qu'elle a été à l'école et je pense elle sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Parce que la nièce qu'elle ne peut pas avoir d'emprise sur elle, l'emprise qu'elle voudrait avoir en tout cas. D'accord, bon, vas-y. D'ailleurs, il y a un moment où ça part très mal, où Zawa explique à son fils, à Amin, que c'est bien qu'il se marie avec elle, et pour le coup qu'elle aidera sa sœur aux tâches de la maison, et du coup ça le met Amin vraiment hors de lui. Et parce que c'est pas le but. Son concept, c'était pas d'amener, et il le dit, enfin c'est pas mes mots, mais il n'est pas question d'amener une boniche à la maison. Et en fait, à la suite de ça, il court voir son repousser le mariage d'un an pour pouvoir construire une maison et y mettre sa femme. Et donc son oncle reçoit de l'argent régulièrement pendant un an. Voilà, pendant un an pour construire cette maison. Voilà, c'est ça. Justement pour avoir cette autonomie. Exactement. Mais là, on est vraiment dans un cas général dans le Maghreb, où justement on parle d'ordre patriarcal, mais là on est vraiment dans un ordre matriarcal, où la mère, d'abord dans un premier temps, on sait comment ça finit avec Madani, le père, où justement la mère prend le pouvoir, et ensuite elle cherche à continuer à garder ce pouvoir avec son fils. Ce pouvoir lui échappe, et pour le coup elle continue, elle veut toujours garder l'ascendant sur le couple. Et pour le coup, le fait de pas être dans la même maison, déjà elle ça la freine. Ça la freine. Mais ça va pas l'empêcher d'essayer de continuer. C'est une mère un peu omniprésente. Mais et d'ailleurs il y a d'autres membres de la famille qui jouent aussi là-dedans. Il y a donc sa sœur, la sœur de Amin, après le mariage, qui simule un malaise, et Amin sait très bien que sa sœur a tendance à... C'est des femmes un peu piliers sur lesquelles qui aimeraient toujours que la lumière soit sur elles, et donc quand elle est sur d'autres, elles essayent de la ramener sur elles. Donc voilà. C'est ça. Donc les filles en jouent aussi. Bon, passionnant. Je vous dis vraiment, ce livre est passionnant, mesdames et messieurs. Donc, allez vite, vous le procurez. Il est aux éditions Le Lamentin et il est intitulé Le fils de Zawa, ou alors en arabe Zahwa, diminutif de Zahwania. Non, je rigole. Zahwa, c'est un très joli prénom. D'ailleurs, c'est un faux prénom, c'est un prénom d'emprunt dans le livre. Voilà. Et l'auteur est avec nous ce soir, c'est Asma Rakomom, qui va parcourir donc plein de salons dans les semaines qui arrivent et dans les mois qui arrivent. Juste une question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce livre? J'aimerais que ça pousse tous ces enfants d'immigrés, qu'on appelle les enfants d'immigrés, à aller chercher l'histoire de leur père. Parce que je pense qu'il y a des trésors d'histoire comme ça qu'on est en train de perdre. Et je pense aussi que les pères et les mères ne demandent que ça, à commencer à transmettre ce... Mais ils parlent pas, c'est un héritage. Ils parlent pas. Mais je pense que si on les pousse, ils parlent. Ah bon? Ouais. Oh, les pères, c'est dur. C'est dur, C'est dur, mais on peut y arriver. Moi, il y a une phrase de mon père qui revient toujours quand on lui pose des questions, et au bout d'un moment, il dit laisse-moi tranquille. Mais je pense que c'est plus le ressenti qui revient. Il y a des choses qui leur remontent à la mémoire et qui sont dures à revivre. Des moments douloureux. Voilà. Donc, je pense en passant par des intermédiaires, ils parlent. Mais est-ce qu'il vous a parlé, est-ce qu'il vous a fait des confidences sur la guerre? Parce qu'apparemment, c'est ce qui a fortement marqué son père, Madani. Est-ce que il vous a parlé un petit peu de ce qu'il a vécu? Non. Donc lui-même, je pense qu'il ne sait pas tout. Voilà, c'est ça le truc. Et il y a des choses qui n'ont pas été transmises. Ouais. Bon, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu nous voir. Le fils de Zahwa aux éditions Le Lamentin, avec notre auteur ce soir, Asma Rakomom. Merci à vous. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis on attend la suite. On attend la suite. Ouais. Voilà. Oui, il y a une suite en cours d'écriture. On peut en savoir un petit peu plus? Là, je suis partie des années 40. Je me suis arrêtée aux années 70 et je fais la suite à partir des années 70. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va se quitter avec Kerry James, Leila Rami, DC's et Diams.